La soie se resserre autour de vos poignets. Pas de corde, de la soie. Une soie coûteuse, délibérée, car la soie ne laisse pas de marque. Vous êtes à genoux sur une pierre humide, dans une salle qui sent l'huile de lampe et la peur. Le sol brille, non pas d'eau, mais d'autre chose, quelque chose auquel vous ne voulez pas penser. Devant vous, trois portes. Derrière la première, des femmes pleurent, doucement, rythmiquement, comme une prière. Derrière la seconde, rien. Juste un silence si épais qu'il donne l'impression de se noyer. Derrière la troisième, des rires, le doux tintement de coupes de vin. Des voix discutent de poésie en arabe que vous comprenez à peine. Vous vous appelez Catherine, vous avez 23 ans. Il y a 3 mois, vous avez vu votre père mourir en tenant un contrat qu'il pensait pouvoir vous sauver. Cela ne l'a pas sauvé. À présent, un homme vêtu d'une robe immaculée parcourt la rangée de femmes à côté de vous, posant des questions dans des langues que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas. Sa voix est calme, clinique. Il ne choisit pas des esclaves. Il trie un inventaire. L'une de ces portes déterminera si vous survivrez à la prochaine décennie. L'une d'elles vous fera souhaiter de ne pas y être parvenu. Et la pire n'est pas celle d'où viennent les cris. Quand cette histoire sera terminée, vous saurez ce qu'il y avait derrière ces trois portes. Vous comprendrez pourquoi, 12 ans plus tard, Catherine se tiendra devant un sultan et prononcera des mots qui auraient dû la faire exécuter. Et vous réaliserez quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais sur l'histoire. Les systèmes les plus cruels ne sont pas construits par des monstres. Ils sont construits par des gens qui se sont convaincus qu'ils étaient raisonnables. Damas, 1260. Les croisades touchent à leur fin. Mais pour les femmes laissées derrière, quelque chose de pire ne fait que commencer. 6 heures avant les portes, le père de Catherine avait fait un calcul qui allait le tuer. C'était un marchand, un bon, du genre qui comprenait que survivre à Acre, l'une des dernières forteresses croisées accrochées à la côte, nécessitait des relations qui traversaient les lignes de front. Il avait des contrats avec des officiels mamelouks, des lettres scellées de cire et de cachets officiels, des promesses rédigées en arabe et en latin qui garantissaient le passage sûr de sa famille et de ses marchandises. Il croyait que le papier pouvait arrêter l'acier. Il se trompait. Quand les armées mamelouks forcèrent les portes au printemps 1260, ces contrats se dissolurent comme de l'encre dans l'eau. Les accords soigneusement négociés ne signifièrent plus rien pour les soldats qui se déversèrent dans les rues. Les lettres qu'ils serraient comme preuve de protection devinrent du petit bois. Le père de Catherine mourut dans sa propre cour, tenant encore un document portant le sceau du sultan. Catherine et sa mère furent séparées dans le chaos. Des mains différentes, des directions différentes. Catherine hurla le nom de sa mère jusqu'à s'en déchirer la gorge et perdre la voix. Elle ne la revit jamais. Ne sut jamais si sa mère avait survécu à la première semaine, au premier jour, à la première heure. 3 mois plus tard, Catherine se tenait dans cette salle souterraine avec 17 autres femmes serrées contre des murs de calcaire froid. Toutes chrétiennes, toutes capture 491, prises lors de la même campagne qui avait effacé Acre de la carte. Toutes attendant qu'un homme nommé Amir Tachimor décide de leur sort. Tachimor entra par la porte centrale sans porter d'armes. Il portait la robe simple d'un intendant royal, mais la déférence que lui montraient les gardes révélait sa véritable autorité. Son titre dans l'administration mamelouk se traduisait approximativement par spécialiste de l'intégration. Intégration. Ce mot apparaît avec une fréquence troublante dans les registres officiels. Il sonne presque humain, clinique, comme aider des réfugiés à s'adapter à une nouvelle société. Voici ce que cela signifiait réellement. Les Mamelouks avaient appris quelque chose pendant leur propre esclavage que la plupart des conquérants ne saisissent jamais. Les êtres humains sont malléables. Avec la bonne combinaison de temps, d'isolement et de contrôle total de l'environnement, on peut effacer systématiquement une identité et en construire une autre à la place. Ils le savaient parce que cela leur avait été fait. Chaque sultan, chaque émir, chaque commandant qui forma le Moyen-Orient médiéval avait commencé comme esclaves. Des garçons arrachés aux tribus turques d'Asie centrale, aux communautés circassiennes du Caucase, achetés enfants, convertis à l'islam, entraînés à la guerre et à l'administration avec une précision impitoyable. À 20 ans, ces anciens esclaves étaient des guerriers d'élite. À 30 ans, ils commandèrent des armées. Et quand la dynastie ayoubide s'effondra en 1250, ce fut un mamelouk, un ancien esclave, qui s'empara du trône égyptien. Cela créa un paradoxe au cœur de leur société. La classe dirigeante était entièrement composée d'hommes qui avaient été systématiquement transformés par l'esclavage. Ils ne voyaient pas cela comme une tragédie. Ils le voyaient comme une méthode éprouvée. Si des garçons pouvaient être convertis en guerriers, alors des populations capturées pouvaient être converties en tout ce que l'État exigeait. Et l'État exigeait beaucoup: soldats, serviteurs, artisans,
ouvriers, administrateurs, et des femmes capables d'accomplir des fonctions que des femmes libres de statut équivalent ne pouvaient ou ne voulaient pas remplir. Ils construisirent donc une infrastructure pour traiter des milliers de personnes par an. 7 grands centres à Damas seulement, des procédures standardisées, des examens médicaux dans les 24 heures suivant l'arrivée, un classement selon l'âge, l'origine, l'état physique et les capacités évaluées. Des registres suivaient chaque individu dans le système. Les taux de mortalité étaient calculés. La productivité était mesurée. Les Mamelouks abordaient l'acquisition humaine avec la même pensée systématique qu'ils appliquaient à la logistique militaire. Tachimor n'était qu'un administrateur dans cet immense appareil, mais ce qu'il fit ensuite allait déterminer toute la vie de Catherine pendant les 12 années suivantes. 12 ans. Retenez ce chiffre. Car au bout de ces 12 ans, Catherine allait accomplir quelque chose d'inédit. Elle allait se tenir devant le sultan Kalaoun lors d'une audience publique, un lieu où les femmes des quartiers du harem ne prenaient jamais la parole, sauf si elles y étaient expressément invitées, et prononcer des mots qu'aucune femme esclave n'avait jamais prononcés en public, des mots qui auraient dû la faire exécuter sur le champ. Au lieu de cela, ces mots la libérèrent. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous sommes encore dans la salle souterraine, à regarder Tachimor passer devant Catherine sans la regarder, s'arrêter devant une jeune fille plus jeune, peut-être 16 ans, très arménien, yeux terrifiés. Il lui parle en arabe. Elle ne comprend pas. Il répète en arménien. Son visage blêmit. Elle secoue la tête. Il fait un signe à un garde. La jeune fille est conduite vers la porte de gauche, porte numéro 1. Elle s'ouvre. À travers elle, Catherine aperçoit la lumière du jour, une cour. Des dizaines de femmes assises en rang, tête baissée, pendant que des hommes en robe officielle les examinent avec l'efficacité exercée de marchands de bétail évaluant du cheptel reproducteur. La porte se referme. Tachimor continue sa progression. Ses choix suivent des schémas. L'âge compte, l'origine compte. L'état physique compte le plus. Mais il y a autre chose qu'il évalue, quelque chose de moins tangible. Il pose à chaque femme une question dans sa langue maternelle. La question varie, mais le test sous-jacent reste le même. Il mesure leur capacité de transformation. Les Mamelouks comprenaient en quelque chose que la psychologie moderne n'articulera que des siècles plus tard. Avec suffisamment de temps et un contrôle total de l'environnement, l'identité humaine est bien plus malléable que la plupart des gens ne veulent le croire. Avant d'ouvrir cette première porte, faites-moi une faveur. Si cette histoire compte pour vous, si vous pensez que ces femmes méritent d'être souvenues, alors cette histoire mérite d'être partagée. Maintenant, voyons ce qu'il y avait derrière la porte numéro 1. Catherine n'avait pas encore été brisée. Pas encore. Mais le système savait briser les gens sans laisser de traces visibles. Comment effacer une identité précédente tout en construisant une nouvelle obéissance? Comment maximiser le rendement économique tout en maintenant le contrôle social? Ils avaient développé des techniques affinées pendant des décennies de pratique. La porte s'ouvrit encore et encore. Des femmes y disparurent une à une. Catherine observait, attendait, essayait de comprendre le schéma dans les choix de Tachimor. Puis, il s'arrêta devant elle. Ses yeux n'étaient ni bons ni cruels, simplement calculateurs. Il posa sa question en français, franc correct. L'accent était parfait. Ce détail est important. Les Mamelouks ne se contentaient pas de conquérir. Ils étudiaient. Ils apprenaient les langues de leurs ennemis. Ils comprenaient assez bien les structures sociales chrétiennes pour les exploiter. Savez-vous lire? Catherine hésita. Dans cet instant d'hésitation, elle prit une décision qui allait tout déterminer. Elle aurait pu mentir, prétendre l'ignorance, espérer que l'illettrisme la rendrait moins précieuse, la dirigerait peut-être vers un sort moins terrible que celui qui attendait les captives instruites. Mais quelque chose dans le regard de Tachimor lui disait qu'il connaissait déjà la réponse. Son père était marchand. Les marchands apprenaient à leurs enfants à lire. Contrats, correspondances, registres. Mentir ne ferait que démontrer un manque de jugement. Oui, dit-elle, français et latin, un peu d'arabe. L'expression de Tachimor ne changea pas, mais quelque chose bougea dans sa posture. Il fit signe à un garde qui apporta une tablette de bois recouverte de cire. Quelqu'un y avait écrit une phrase en écriture arabe. Lisez ceci. Catherine étudia les mots. L'écriture était formelle, classique, un vers de poésie religieuse. Elle le lut à voix haute, lentement, sa prononciation incertaine mais compréhensible. Tachimor reprit la tablette, fit une marque sur le parchemin qu'il portait, puis passa à la femme suivante sans un mot. Catherine ne le savait pas encore, mais elle venait d'être sélectionnée pour la porte numéro 3. Pas la porte de gauche, qui menait à la cour et à une distribution éventuelle dans des foyers militaires comme domestiques de base.
pas la porte du centre, qui menait à une vente immédiate sur le marché aux esclaves de Damas. La porte 3 menait ailleurs, un ailleurs qui nécessitait des femmes possédant une éducation, des compétences linguistiques, des aptitudes qui les rendaient aptes à ce que les registres appelaient placement dans un ménage administratif. Cela sonne presque miséricordieux, comme si elle avait été choisie pour un travail de bureau, de correspondance, de tenue de registre, et c'était le cas. Mais ce n'était pas tout. Le parcours ménage administratif remplissait plusieurs fonctions. Les femmes qui y étaient affectées fournissaient un travail intellectuel le jour, gestion de la correspondance, tenue des livres de compte, négociation pour les femmes du ménage qui n'étaient parfois pas lettrées elles-mêmes. La nuit, 2 fois par semaine, elles fournissaient autre chose, quelque chose que le système avait calculé avec la même précision que le stockage du grain ou la collecte des impôts. Mais je prends de l'avance sur l'histoire. 3 jours après la sélection, Catherine fut conduite à travers la porte 3. Elle se retrouva dans une salle plus petite, aux murs couverts de tapis qui étouffèrent le son. 5 autres femmes y attendaient, sélectionnées selon les mêmes critères, toutes instruites, toutes multilingues, toutes assez jeunes pour être remodelées. Une femme plus âgée entra. Elle s'appelait Sophia. 20 ans plus tôt, elle se tenait exactement à la place où Catherine se trouvait maintenant, capturée lors d'un raid sur un territoire arménien, traitée par le même système, formée de la même manière, elle avait survécu. Et maintenant, elle formait les autres à survivre. Ce que Sophia enseigna pendant les 60 jours suivants fut un effacement systématique couplé à une reconstruction systématique. Semaine 1, la langue. Pas apprendre l'arabe, Catherine en parlait déjà un peu, mais oublier comment parler de façon à signaler une identité chrétienne. Certaines phrases devaient disparaître, référence à la prière chrétienne, invocation au saint, même les petites expressions que les chrétiens utilisaient sans y penser. Si Dieu le veut, était acceptable. Que le Christ nous préserve, ne l'était pas. Sophia écoutait leurs conversations entre elles, corrigeait, toujours corrigeait, jusqu'à ce que les marqueurs linguistiques de leur ancienne foi aient disparu de leurs paroles. Semaine 2, la mémoire du corps. Comment on bouge, comment on se tient. Les femmes chrétiennes se tenaient différemment des femmes musulmanes de statut équivalent. Les différences étaient subtiles, mais visibles pour un œil entraîné. Posture, gestes, la façon de baisser ou non les yeux. La transformation exigeait de reconstruire ses habitudes physiques depuis les fondations. Elle pratiquait des heures par jour, marcher, s'asseoir, se tenir debout, répondre aux ordres. La répétition était délibérée. Le corps devait oublier ses anciens schémas avant que de nouveaux puissent prendre racine. Semaine 3. Gestion du ménage. Pas la cuisine ou le ménage, tâches apprises par les captives de statut inférieur. Le placement administratif signifiait gérer d'autres serviteurs, tenir les livres de compte, traiter la correspondance pour les femmes du ménage qui n'étaient pas toujours lettrées. La capacité de Catherine à lire et écrire devint sa fonction principale. Elle apprit les formats précis des documents administratifs mamelouks, les formes correctes d'adresse, les hiérarchies qui régissaient chaque interaction. Semaine 4 apporta les leçons les plus difficiles, celles qu'on ne pouvait pas pratiquer, seulement expliquer, préparer. Sophia parla avec une précision clinique de ce qui serait attendu dans le ménage où Catherine serait finalement placée. La nature de l'accès qu'auraient les membres masculins du ménage, les réponses exigées, la nécessité absolue d'obéissance, présentée non comme une instruction morale, mais comme une stratégie de survie. Résister est du gaspillage, expliqua Sophia, la voix dénuée d'émotion. Le ménage a investi dans votre acquisition et votre formation. Résister endommage cet investissement. Les investissements endommagés sont éliminés. Catherine avait vu les marchés pendant sa première semaine à Damas, une brève sortie qui servait davantage de leçon objective que d'orientation. Les marchés de second rang où l'on vendait à bas prix les marchandises abîmées, des femmes dont la résistance les avait marquées comme inaptes à la formation, des femmes dont les dommages physiques les rendaient impropres à tout sauf au travail le plus dur, des femmes que l'on faisait travailler jusqu'à la mort, un processus qui prenait généralement entre 2 et 5 ans selon les calculs de mortalité que les administrateurs suivaient avec la même précision que les récoltes de blé. Le message était clair: soumets-toi à la transformation ou sois transformé en quelque chose de pire. À la semaine 8, Catherine se reconnaissait à peine. Elle bougeait différemment, parlait différemment, pensait différemment. Le renforcement constant avait créé de nouveaux schémas qui semblaient presque naturels. Quand elle surprit son reflet dans le miroir de bronze poli accroché dans la salle de formation, elle vit quelqu'un qui aurait pu passer pour une femme née dans un ménage administratif mamelouk.
quelqu'un qui appartenait à ce monde. C'était le but, non la simple obéissance, mais un changement d'identité intériorisé. Les Mamelouks comprenaient quelque chose que la psychologie moderne ne formulerait que des siècles plus tard. Avec suffisamment de temps et un contrôle total de l'environnement, l'identité humaine est bien plus malléable que la plupart des gens ne veulent le croire. Catherine n'avait pas été brisée, elle avait été reconstruite. La semaine 9 apporta son placement. Le ménage de l'émir Kalaoun occupait tout un bloc de quartier à Damas. Kalaoun deviendrait sultan plus tard. En 1260, il n'était encore que l'un des commandants les plus fiables du sultan Beybars. Son ménage reflétait son statut montant. 37 soldats, 18 employés administratifs, 43 domestiques et 11 femmes dans la section du harem, chacune avec son rang et sa fonction dans la hiérarchie du ménage. Catherine arriva dans un palanquin fermé, accompagnée de Sophia et de 2 gardes. Le transfert fut documenté. Des papiers changèrent de main. Le paiement fut enregistré. Elle avait coûté à Kalaoun 600 dirhams, une somme importante qui reflétait sa valeur estimée. Instruite, trilingue, formée à la gestion de ménages administratifs. L'investissement portait des attentes. Sophia partit immédiatement après le transfert. Catherine ne la revit jamais. Des années plus tard, Catherine se demanda si Sophia ressentait encore quelque chose lors de ses départs, remettant des femmes qu'elle avait formées pendant des mois à des ménages où leur destin se déroulerait hors de sa vue, ou si le processus de transformation qui avait remodelé Catherine avait d'abord remodelé Sophia si complètement que ces transferts étaient devenus de simples transactions, aussi mécaniques que la saisie d'une écriture comptable. À la tête du harem de Kalaoun se trouvait une femme nommée Zara. Elle n'était pas captive. C'était la première épouse de Kalaoun, mariée quand ils étaient tous deux jeunes, avant que sa carrière militaire ne l'élève au rang de commandant. Elle dirigeait les quartiers des femmes avec une efficacité digne d'un commandant militaire. Chaque femme avait une fonction. Chaque fonction soutenait le fonctionnement du ménage. La hiérarchie était absolue. La fonction de Catherine était la gestion de la correspondance. Les femmes des grands ménages mamelouks entretenaient de vastes réseaux sociaux par écrit, négociations de mariage, échange de cadeaux, renseignements politiques. Tout cela nécessitait quelqu'un capable d'écrire dans plusieurs langues, qui comprenait la composition formelle, à qui l'on pouvait confier des informations sensibles. La formation de Catherine la rendait parfaite pour ce rôle. Pendant le premier mois, le travail fut exactement tel que décrit. Elle était assise dans une petite pièce donnant sur la cour principale du harem, rédigeant des lettres dictées par Zara ou les 2 autres épouses principales. Le contenu était banal: invitations, remerciements, demandes de renseignements sur des marchands de soie. Elle écrivait d'une belle écriture sur du papier coûteux, scellait les lettres à la cire, classait les copies dans les archives du ménage. Le travail était ennuyeux, et l'ennui était une sécurité. L'ennui signifiait que sa valeur provenait de compétences qui resteraient utiles pendant des années. L'ennui signifiait que l'investissement dans sa formation serait protégé. Cela dura jusqu'à ce que le troisième fils de Kalaoun atteigne ses 18 ans. Son père décida qu'il était temps de compléter son éducation dans tous les domaines qu'un homme de rang devait maîtriser. Le système avait un terme pour cela. Les jeunes hommes des ménages militaires devaient apprendre la gouvernance, la guerre et ce qu'on appelait la gestion du ménage. La gestion du ménage incluait une connaissance intime qui ne pouvait être acquise avec des épouses de statut équivalent. La solution était systématique: épouse junior, servante spécialement désignée, femme comme Catherine. La pratique était assez courante pour ne susciter aucun scandale. C'était simplement ainsi que fonctionnaient les ménages qui pouvaient se permettre plusieurs femmes. Catherine apprit qu'elle avait été choisie pour cette fonction un jeudi soir, quand Zara la convoqua dans la cour après la dernière prière. Zara expliqua avec la même précision clinique que Sophia avait employée. C'était un honneur. Cela témoignait de la confiance dans sa formation. Cela démontrait qu'elle s'était intégrée avec succès au ménage. Toute résistance indiquerait un échec de formation et entraînerait une réaffectation. Réaffectation signifiait les marchés inférieurs. Ce qui suivit pendant les 3 années suivantes fut systématique. Le fils de Kalaoun lui rendait visite dans ses quartiers 2 fois par semaine selon un horaire fixe. Les rencontres suivaient des schémas qui lui avaient été expliqués pendant la formation. On attendait d'elle qu'elle soit obéissante mais pas enthousiaste, réceptive mais sans prendre l'initiative, présente mais en quelque sorte absente. La déconnexion émotionnelle était le but. Ce n'était pas des relations,
C'étaient des procédures éducatives. Catherine développa les techniques de dissociation que les femmes à sa place avaient développées depuis des générations. La capacité de s'observer de l'extérieur, d'être présente de corps tout en envoyant sa conscience ailleurs. Elle perfectionna l'art de produire les réponses requises tout en pensant à la composition de lettres, à la grammaire arabe, à n'importe quoi, sauf à ce qui se passait réellement dans cette petite pièce 2 fois par semaine. Les Mamelouks avaient calculé cela aussi. Ils comprenaient que les femmes dans de telles positions avaient besoin de mécanismes de survie psychologique. Ils n'en décourageaient pas la dissociation. Ils l'encourageaient. Les femmes capables de séparer mentalement leur esprit de l'expérience physique étaient plus durables, plus viables, de meilleurs investissements à long terme. Le système préférait les femmes capables de tenir indéfiniment à celles qui se brisaient rapidement et nécessitaient un remplacement. Le jour, Catherine continuait son travail de correspondance. Elle devint extraordinairement compétente. Sa calligraphie était admirée dans tout Damas. Elle composait avec la même aisance dans 4 langues. Elle gérait des négociations sensibles concernant des alliances matrimoniales avec une subtilité diplomatique qui impressionnait même Zara. Sa valeur augmentait d'année en année. La nuit, 2 fois par semaine, elle se présentait dans la petite pièce et remplissait la fonction pour laquelle elle avait également été acquise. La dualité était le système fonctionnant exactement comme prévu. Les femmes qui fournissaient plusieurs formes de valeur simultanément représentaient un retour optimal sur investissement. Catherine était secrétaire de correspondance le jour, ressources éducatives la nuit. Son instruction la rendait utile aux heures de lumière. Sa disponibilité contrôlée la rendait utile aux heures désignées du soir. Du point de vue de la gestion du ménage, elle était une réussite du processus d'acquisition et de formation. Du point de vue de Catherine, elle survivait mois après mois, année après année. Elle apprit à ne pas compter les jours. Compter rendait le temps interminable. Au lieu de cela, elle marquait le temps par des événements extérieurs. Quand Kalaoun devint sultan en 1279, quand son fils se maria et cessa de nécessiter ses services éducatifs, quand on lui confia la formation d'une nouvelle jeune arménienne à la gestion de la correspondance. Cette dernière mission brisa quelque chose en elle que 3 ans d'exploitation systématique n'avaient pas réussi à atteindre. En regardant la jeune arménienne tout juste passée par le système de transformation, en voyant son propre passé reflété dans des yeux terrifiés, Catherine réalisa qu'elle était devenue Sophia. Elle était maintenant l'instructrice, celle qui formerait la prochaine acquisition, à accepter ce que Catherine avait accepté, celle qui expliquerait avec une précision clinique quelle fonction la jeune fille devrait remplir. Elle ne put pas le faire. Le ménage maintenait une tradition. Les membres seniors pouvaient adresser directement une pétition au sultan lors des audiences publiques hebdomadaires. C'était une pratique de légitimation, une façon pour les Mamelouks au pouvoir absolu de montrer leur accessibilité. La plupart des pétitions étaient banales, litiges fiscaux, questions d'héritage, différends commerciaux. Elles étaient entendues, tranchées, enregistrées. Catherine assistait à ces audiences dans le cadre de ses fonctions administratives. Elle prenait des notes pour les archives du ménage. Elle l'avait fait des dizaines de fois. Personne ne faisait attention à elle. Elle était un meuble, une pièce de plus dans l'immense appareil administratif qui faisait fonctionner l'État mamelouk. Le 3 octobre 1284, Catherine se leva pendant une pause dans les pétitions et parla directement au sultan Kalaoun. La salle devint silencieuse. Les femmes ne prenaient pas la parole lors des audiences publiques, sauf si on les y invitait expressément. Surtout pas les femmes des quartiers du harem, surtout pas pour leur propre sort. La violation du protocole était si choquante que les gardes ne l'arrêtèrent pas immédiatement. Catherine parla en arabe parfait. Elle avait répété pendant des semaines. Je sollicite la manumission au motif que j'ai servi le ménage de l'émir avec distinction pendant 12 ans, que j'ai fourni des services de grande valeur, y compris la formation du personnel, que j'ai accompli toutes les fonctions requises sans résistance ni plainte. Je demande le transfert au statut de servante libérée avec maintien de l'emploi au bureau de la correspondance. La pétition était juridiquement solide. Le droit islamique sur l'esclavage comprenait des dispositions pour la manumission après de longs services, particulièrement pour les personnes esclaves ayant démontré une utilité et une obéissance exceptionnelles. Catherine avait beaucoup recherché, elle avait trouvé des précédents. Elle avait documenté sa propre valeur à travers les registres de correspondance qu'elle tenait. Elle avait aussi fait quelque chose d'inédit. Les femmes esclaves ne pétitionnaient pas pour leur propre liberté, surtout pas lors d'une audience publique où refuser la pétition obligerait Kalaoun à expliquer publiquement pourquoi une femme qui prétendait avoir servi fidèlement pendant 12 ans ne méritait pas d'être considérée. Le calcul était délibéré.
Le cadre était tactique, le cadre juridique était solide. Catherine avait appliqué tout ce qu'elle avait appris sur l'administration mamelouk, sur la jurisprudence islamique, sur la hiérarchie du ménage pour construire une pétition difficile à refuser sans paraître injuste. Kalaoun la fixa longuement. Son visage ne trahissait rien. Puis il se tourna vers son grand cadi, le juge islamique qui conseillait sur les questions légales. Cette pétition est-elle formulée légalement? Le cadi examina les précédents cités par Catherine, les confronta à ses propres registres. Enfin, il hocha la tête. La pétition est valide. La manumission après service fidèle est prescrite. La pétitionnaire a documenté son service. Le ménage a bénéficié de son travail. Les exigences légales sont satisfaites. Kalaoun aurait pu refuser quand même. L'autorité sultanielle primait sur les subtilités juridiques quand il le fallait. Mais refuser aurait eu des implications. Cela aurait suggéré que le service fidèle ne signifiait rien, que les cadres légaux qu'il prétendait respecter n'étaient que des formalités vides, que l'État mamelouk, bâti sur la transformation systématique et l'avancement au mérite, ne récompensait pas réellement le mérite. Il accorda la pétition. Catherine fut libérée l'après-midi même. Les documents furent préparés. Le sceau officiel fut apposé. Elle fut transférée à un emploi rémunéré au bureau de la correspondance avec un salaire de 12 dirhams par mois. On lui attribua une petite chambre dans l'aile administrative du complexe. Elle n'appartenait plus à personne, mais le prix en fut tout le reste. Elle ne pouvait jamais retourner à Acre. Les territoires francs avaient disparu, conquis. Sa famille était morte ou dispersée. Elle n'avait plus de communauté hormis le système mamelouk dans lequel elle avait été immergée pendant plus d'une décennie. Elle n'avait plus d'identité hormis celle qui avait été construite pendant ses 60 jours de formation. Elle était libre au sens technique du terme. Mais la liberté signifiait seulement qu'on ne pouvait plus la vendre. Elle vivait toujours dans le même ménage, accomplissait le même travail, existait entièrement dans la structure qu'il avait acquise et transformée. Mais elle avait choisi. Cela comptait. La pétition avait été sa décision. Les mots avaient été de sa composition. Le résultat avait découlé de son action. Après 12 ans où chaque instant était dicté, chaque fonction assignée, chaque réponse exigée, elle avait exercé une agence. La victoire était microscopique, mais réelle, et la jeune Arménienne qu'elle avait refusé de former fut transférée dans un autre ménage où quelqu'un d'autre acheva le processus que Catherine avait commencé. Cela la hanta plus que tout ce qui lui avait été fait personnellement. La jeune fille avait été réaffectée parce que Catherine avait manqué à ses devoirs d'instruction. Cette réaffectation avait-elle conduit à de meilleures ou de pires circonstances? Catherine ne le saurait jamais. Ne pas savoir était sa propre punition, un rappel que même sa rébellion avait des conséquences qu'elle ne pouvait pas contrôler. Mais elle avait fait un choix. Et parfois, dans des systèmes conçus pour éliminer totalement le choix, le plus petit acte de défi est déjà une forme de victoire. Catherine d'Acre mourut à Damas en 1315. Elle avait 63 ans. Elle ne retourna jamais à Acre, ne retrouva jamais sa famille, n'échappa jamais à l'identité qui avait été construite pendant ses 60 jours de formation. Mais elle apprit à de jeunes femmes à lire et à écrire, transmit des compétences qui auraient autrement été perdues, vécut avec des moyens modestes et une dignité maximale. Son histoire n'est ni pure tragédie, ni simple survie. Elle fut détruite à bien des égards par ce que le système lui fit. Elle fut aussi façonnée par lui en quelqu'un capable de naviguer dans ce système et d'échapper finalement à son contrôle absolu. Les deux vérités coexistent. Son nom survécut dans une seule ligne d'un registre de ménage, un enregistrement de sa manumission en 1284. Ce registre fut conservé par hasard, rangé dans une archive oubliée, redécouvert par un chercheur en 1953. La plupart des femmes qui passèrent par ce centre de traitement de Damas ne laissèrent aucune trace. Leurs noms ne furent jamais écrits. Leurs histoires ne furent jamais racontées. Mais celle de Catherine, oui. Les systèmes les plus cruels ne sont pas construits par des monstres. Ils sont construits par des gens ordinaires prêts à accomplir leurs fonctions assignées sans affronter l'horreur cumulative que leur participation rend possible. Cette capacité n'a pas disparu avec les Mamelouks. Elle reste une partie de ce que les sociétés humaines peuvent faire quand elles combinent compétences organisationnelles, permission morale et structures institutionnelles. Souvenez-vous de leur nom. Souvenez-vous de ce que les systèmes peuvent faire quand les bonnes gens choisissent de ne pas voir. Et souvenez-vous que parfois, le plus petit acte de défi, une pétition prononcée dans une salle silencieuse, est la seule victoire qui compte.